Alors, buenos días a todas y todos. Merci d'être avec nous. Messieurs, mesdames, les ambassadrices et les ambassadeurs, et chers participants, nous apprécions la présence, d'autant plus que certains des ambassadeurs présents et des chargés d'affaires ont une importante conférence ministérielle de l'OCDE qui commence dans quelques heures. Et notre activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine. Alors, il y a, comme vous le savez, beaucoup d'activités. Alors, nous sommes très heureux que vous ayez fait le déplacement tôt, le lundi matin, après le week-end, et puis si tôt. C'est très apprécié. L'ambassadeur Bastelica devait se joindre à nous s'il pouvait, mais peut-être qu'il arrivera un peu plus tard. Alors, France-Amérique et l'Institut France-Amérique latine et Caraïbes que je représente sommes heureux de pouvoir vous offrir, grâce à nos intervenants et à l'ambassade de la Colombie, un regard actualisé sur un pays de 51 millions d'habitants, doté de ressources naturelles abondantes et qui est la 4e économie de l'Amérique latine. La Colombie représente, et ça on ne le sait pas toujours, la 2e plus grande biodiversité au monde. C'est un pays que j'ai eu le bonheur d'œuvrer pendant 3 ans comme ambassadrice du Canada, et on s'y attache beaucoup, je vous dis. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Gaspard Estrada est sur le point d'arriver. Il est en pleine course. Alors, je vais vous présenter Yali Sequiera. Yali, vous êtes juriste et politologue de formation, coordonnateur du réseau France-Colombie Solidarité au sein de l'École de la paix. Vous nous parlerez de l'importance de l'accord de paix conclu avec la FARC et aussi du travail de la Commission de la vérité qui vient de présenter ses recommandations il y a quelques mois visant à reconstruire ou construire la paix en Colombie. Jasmine Kozik, vous êtes professeure titulaire de la chaire Économie des matières premières et transition durable. Et oui, coordonnatrice chargée de projets internationaux au sein du Secours catholique. Et vous allez nous parler d'un projet spécifique et quelques peut-être autres projets visant à construire la paix en Colombie. L'ambassadeur Luis Fernando Medina Sierra, vous êtes docteur en économie et depuis octobre dernier, le représentant permanent de la Colombie auprès de l'OCDE. Vous allez nous parler de l'adhésion de la Colombie à l'Organisation de coopération et de développement économique. L'OCDE, qui a son siège à Paris, est une organisation prestigieuse auquel tous les pays veulent adhérer, qui aide les pays qui y adhèrent, qui réussissent à y adhérer, à instaurer la confiance des investisseurs, entre autres. L'OCDE accompagne les pays émergents tels que la Colombie dans leurs réformes et leur recherche de croissance économique durable et équitable. Je remercie nos intervenants d'être avec nous ce matin. Alors, nous allons commencer. Normalement, nous commencions avec Gaspard. Alors, peut-être que nous allons commencer avec Yali, si vous voulez. Et Gaspard nous parlera. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui, merci. Alors, Gaspard Estrada allait, pour sa part, nous parler, dans une séquence peut-être un peu plus logique, de la situation suite aux accords de paix et aussi de sa vision du cheminement que prend la Colombie suite à ces accords de paix et suite à la Commission de la vérité. Alors, nous allons un peu inverser la séquence et c'est une adaptation très correcte. Alors, Yali Sequiera, je vais vous demander
quelle est, à votre avis, l'importance de cet accord de paix qui a été conclu il y a 6 ans avec la FARC. On se demande comment la vie des communautés qui étaient affectées par la présence des FARC a changé. On se dit que la FARC était un groupe structuré qui faisait respecter l'ordre et la sécurité localement. Hein. C'était un groupe terroriste, une guérilla, mais c'était aussi un groupe très structuré. Et un vide s'est un peu créé suite à cette démilitarisation des FARC, qui a été remplacée par des groupes criminels moins structurés et plus violents. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez constaté et comment avez-vous vu, quelle est votre perspective de ces accords de paix signés il y a 6 ans? Merci pour cette question. Je tiens à remercier tout le monde pour leur présence et l'Institut aussi, France-Amérique, pour leur invitation. La chose principale, je dirais, avec l'accord de paix de 2016 qu'il faudrait souligner, c'est que c'est un accord qui permet déjà de négocier la paix avec un des acteurs principaux du conflit colombien, parce qu'il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'un conflit, mais de multiples conflits. Il y a actuellement environ 66 groupes armés dans le pays, et la Croix-Rouge suisse a détecté qu'il y a actuellement 6 conflits principaux, actuellement. L'accord de paix avec les FARC a le mérite, si l'on veut, de amener la guerre à un niveau de négociation et de dialogue et de transposer donc ces oppositions dans une arène politique. Donc à pouvoir, en quelque part aussi, démocratiser un petit peu et amplifier le spectre politique du pays pour qu'il y ait des discussions au niveau parlementaire. C'est assez difficile de résumer parce qu'on n'a pas forcément beaucoup le temps ce matin. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que cet accord de paix va traiter des sujets structuraux identifiés par le gouvernement de Juan Manuel Santos et les FARC à l'époque pour résoudre le conflit, en tout cas avec cet acteur armé qui sont les FARC. Parmi les grandes questions qui sont traitées dans l'accord, nous pouvons trouver la question de la terre, sujet central du conflit. Mais nous avons aussi d'autres thèmes comme la restitution des droits à la participation politique par un secteur qui avait été également contraint à son époque à bouger dans la montagne. Mais vous parliez aussi de la justice et comment vivaient les communautés. Ce qui change principalement, ce que nous pouvons constater en tant que mouvement des droits humains dans les territoires où nous allons, d'ailleurs avec Jasmine, dans le cadre du projet Ensemble pour la paix, c'est qu'il y a une reconfiguration du conflit armé qui a eu lieu depuis 2018, voire même un peu avant, dans lequel, certes, les FARC, les anciennes FARC étant démobilisées, le gouvernement colombien n'a pas eu la possibilité, en tout cas, de pouvoir réinvestir toutes les zones qui avaient été évacuées par les FARC, donnant naissance ainsi à un certain nombre d'acteurs armés qui commencent à pulluler comme ça, et qui, eux, ne détiennent pas un caractère politique. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui se nourrissent du narcotrafic, entre autres, du narco-paramilitarisme également comme phénomène. Ce qui change pour les communautés de façon très concrète, et ce qu'on nous dit, c'est au moins quand il y avait les FARC, on savait à qui parler. Ils administraient une certaine forme de justice au niveau local pour départager des différends entre des paysans, par exemple. Et ce qui fait que maintenant, il n'y a plus cela. Et puis il y a des reconfigurations constantes des différents groupes armés qui font que c'est beaucoup plus difficile et un peu de désordre, si l'on veut. On dit que la FARC s'est démilitarisée, mais on dit aussi qu'il y a une portion, un segment de la FARC qui a repris les armes. C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Ne serait-ce que certains parlementaires qui s'étaient démobilisés, notamment de la part des FARC, qui sont retournés... voilà, la Nueva Marquetalia, Iván Márquez, par exemple, ça peut être l'une de celles-ci, mais disons qu'il y a une atomisation des FARC au tout début, après la signature de l'accord de paix, et maintenant celles-ci se sont reconstruites autour de 3 principaux fronts. Donc c'est ce qu'on appelle les groupes criminels post-FARC.
Comment on explique cette remilitarisation? Pourquoi les FARC, qui avaient quand même participé au processus de négociation pour les accords, donc on suppose que les accords les convenaient, comment on explique qu'ils aient une partie de la FARC ait décidé de ne pas intégrer le processus démocratique et politique existant? C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie qui l'a fait, il y a une grande partie qui l'a fait, il y a une partie un peu plus petite qui ne l'a pas adopté, cet accord, pour des différentes approches politiques. Par contre, il faut quand même signaler que depuis la signature de l'accord de paix, les personnes qui ont été assassinées et les signataires de l'accord de paix qui ont été assassinés depuis se comptent par centaines. Donc il faut avouer que les garanties politiques et les garanties à leur sécurité suite à leur démobilisation ne sont peut-être pas à la hauteur et qu'il faut... ça fait partie des recommandations que l'on fait depuis quelques années aux institutions colombiennes, c'est de renforcer la protection et les garanties de participation politique. D'accord. Maintenant, parlez-nous un peu de l'ELN, qui est un autre groupe armé qui avait refusé de se désarmer et qui avait été créé il y a plus de 50 ans. Où en sommes-nous avec les pourparlers qui pourraient exister avec le gouvernement Petro pour les intégrer au processus de paix? Alors, l'ELN, c'est assez particulier. Ils se sont formés dans les années 60, il me semble, et ils avaient une vision entre lénisme-marxisme et théologie de la libération. Ça, c'est un petit peu les origines idéologiques, en tout cas, et pendant un certain temps, ils n'avaient pas forcément de lien avec le narcotrafic, bien que maintenant, ils ont une place prépondérante à ce niveau-là. C'est très compliqué de négocier avec l'ELN. Il y a déjà eu 5 processus de paix qui n'ont pas abouti avec eux. Cela s'explique en partie également par le fait que c'est un groupe qui a beaucoup d'autonomie, si vous voulez, au niveau des territoires où ils agissent, ce qui rend beaucoup compliqué de réunir tout le monde pour un accord avec un gouvernement. C'est actuellement, il me semble, on en est à la 3e phase de négociation. Certains pays comme le Mexique, le Brésil sont des garants dans ces négociations avec l'actuel gouvernement de Gustavo Petro, et d'autres pays européens comme l'Espagne ou la Suède ou la Suisse sont des accompagnateurs. Ça reste néanmoins très compliqué de négocier et il faut savoir que c'est très difficile de demander à un acteur armé également de se démobiliser alors que d'autres acteurs continuent à opérer dans la région, ce qui pose une vraie question de sécurité pour eux. Donc c'est difficile de demander à quelqu'un de laisser les armes alors qu'il sera potentiellement victime d'un autre groupe armé. D'accord. Le président Petro s'intéresse à signer un accord de paix avec tous les groupes armés. Je ne sais pas si mon information est à jour. Si c'était le cas, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ces groupes ne vont pas tout simplement signer un accord, recevoir les compensations et les arrangements qui accompagnent l'accord et se reconstituer en d'autres formes tant que le pays ne sera pas libéré du narcotrafic qui est finalement la raison d'être de l'existence de ces groupes illégaux? C'est la grande question. C'est la grande question, mais il faut dire que c'est un projet très ambitieux, certes. C'est un projet qui a du moins le mérite, d'après les mouvements de société civile, à négocier non pas avec un seul des acteurs armés, mais avec la pluralité des acteurs pour essayer de stopper. C'est quelque chose de nouveau. Généralement, en Colombie, c'est des accords qui se font bilatéral. Mais 23 des groupes armés avaient donné un avis plutôt positif ou s'étaient dit intéressés pour ces négociations. Actuellement, il me semble qu'ils sont à l'ordre de 8. On a malheureusement eu la mauvaise nouvelle ces derniers jours que le cessez-le-feu avec le Comando Mayor Central avait été rompu parce que ce commando avait torturé et assassiné 4 personnes jeunes autochtones. Donc le gouvernement de Petro a récemment arrêté ce cessez-le-feu et a réhabilité donc les opérations militaires offensives à l'encontre de ce groupe. C'est très complexe et très ambitieux, mais il faut rappeler qu'on ne peut pas
résoudre un conflit de 60 ans en 8 mois et qu'il y aura des hauts et des bas très certainement. Et c'est sûr que l'appât du gain lié au narcotrafic est très très fort. Et pour cela, il faut vraiment que l'État comprenne que la présence de sa présence ne suffit pas à être une présence militaire. Il faut réinvestir tous les municipalités et départements qui, pour la plupart, voient des augmentations criminelles depuis un certain nombre d'années, avec des écoles, des universités et des opportunités qui pourraient, à terme, démotiver ou en tout cas voilà, réduire un petit peu l'impact des groupes et la capacité à absorber également des jeunes, parce qu'il faut le rappeler qu'actuellement un des plus gros problèmes c'est que les groupes armés sont composés majoritairement de jeunes et de très jeunes. On parle de recrudescence du phénomène de recrutement forcé de mineurs par exemple. D'accord. Bonjour. Merci, vous avez couru, hein? Bon, alors, on a commencé avec Yali Siquiera et on parle de l'accord de paix et de la commission de la vérité. Alors, pour cette commission de la vérité, Yali, et ses recommandations, vous m'avez expliqué qu'il y a beaucoup de recommandations. Quelles sont les recommandations, à votre avis, qui sont les plus importantes? Et d'après vous, est-ce que ces recommandations peuvent être mises de l'avant de façon réaliste? Est-ce que la volonté politique existe, incluant celle de l'opposition en Colombie, qui avait rejeté la première proposition d'accord de paix? L'État a-t-il les moyens financiers pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la vérité? Tout au moins les plus importantes. D'accord. Alors, le sujet de la Commission de la vérité, bon, c'est très compliqué de répondre en 2 minutes parce qu'il y a environ 11 000 pages de rapports, parmi lesquels il y en a 700 de recommandations. Mais pour reprendre les grandes idées, c'est que la Commission, donc, pour rappel, a été créée dans le cadre de l'accord de paix de 2016 avec le système de justice de vérité, réparation et non-répétition, pardon. Et c'est une des 3 institutions qui va accompagner le processus de paix avec les FARC, avec la juridiction spéciale pour la paix et l'unité de recherche de personnes disparues. Cette commission n'a pas donc de charge judiciaire ou juridique, c'est-à-dire qu'elle va être celle qui a été responsable de reprendre tous les témoignages des victimes qu'ils ont pu recevoir. Il faut parler aussi de la période Covid qui les a quand même pas mal empêchés de travailler pendant un certain temps. Cette commission a donc dégagé de façon très synthétique des recommandations générales, mais plus spécifiques. Je vais plutôt être dans la généralité ici. Donc, il parle de la construction de la paix comme une priorité de l'État. Il faut savoir aussi que des débats parlementaires ont eu lieu pour savoir si les recommandations étaient directement inscrites dans le système de justice réalienne, mais le gouvernement de Petro étant un gouvernement de coalition, cela a provoqué qu'un certain secteur s'oppose à ce que les recommandations soient directement inscrites comme quelque chose d'obligatoire, de contraignant. Donc, en deuxième recommandation, c'est de restaurer la dignité des victimes par divers actes de reconnaissance de responsabilité de la part des tortionnaires ou des anciens tortionnaires. Développer aussi des moyens de participation politique avec des garanties qui sont inhérentes à celle-ci. Lutter contre l'impunité. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Gustavo Gayon disait le 21 avril à Paris lors de la remise du livre, donc avec les recommandations auprès de Madame Hidalgo, que 97% des actions, des violations de droits humains en Colombie restent impunies. C'est quand même effarant. Mais bon, s'il y a une reconnaissance de la part de l'État dans un phénomène comme celui-ci, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et nous espérons du moins que cette recommandation allant contre l'impunité sera respectée.
Il demande aussi de vigoriser la démocratie, de réorienter la politique des drogues de façon à ce que ce soit les commerçants de drogue et les principaux groupes narco-paramilitaires qui pourraient s'en bénéficier, mais pas que s'en bénéficier du commerce de drogue. C'est eux qu'il faut punir de façon coercitive et il faut avoir un point de vue plutôt de santé publique auprès des usagers et des paysans qui sont contraints de planter la feuille de coca pour une certaine partie. Et pour finir, il faut repenser la ruralité du pays avec une réforme agraire qui puisse rendre aussi la terre à toutes les personnes qui ont été démobilisées de façon forcée. Il faut se rappeler que Bogota, comme Cali ou d'autres grandes villes ou centres urbains de la Colombie ne cessent de recevoir des populations qui sont forcées à quitter leur territoire de façon quotidienne. Et finalement, consolider une culture de paix de façon large avec le système éducatif, entre autres. Je pourrais continuer, mais je m'arrête là. D'accord. Oui, culture de paix, après 60 ans de conflit, c'est du travail finalement, hein, parce qu'il y a une culture de violence peut-être dans certaines régions. Quel rôle jouent les forces militaires de l'État dans les régions sous la domination des groupes armés illégaux? Et comment l'État réussira-t-il à éliminer, dans certains cas, la collusion qui peut exister entre l'armée de l'État et les groupes illégaux sur place? Encore une excellente question. Je ne sais pas si je suis en mesure d'apporter une réponse très claire à ce niveau-là, mais force est de constater que dans beaucoup de territoires où il y a un trafic terrestre pour les points de vente, ou en tout cas pour la sortie de la marchandise vers l'étranger, la drogue. De la drogue, oui. Ces points-là, comme dans le Cauca, sont strictement contrôlés par les militaires et pourtant c'est par là que passe le flux de drogue. Donc on n'est pas en mesure de dire qui est impliqué ou pas, mais il y a une connivence entre certaines commandos, je pense, territoriaux, ou en tout cas qui sont un peu plus difficiles à contrôler de la part de l'état-major, peut-être colombien depuis Bogota. C'est vrai que cela affecte les communautés, et puis dans nos voyages de mission avec Jasmine, on a été donc dans le Cauca, et les communautés pouvaient nous dire dans cette route, aujourd'hui c'est les militaires, mais sur le même poste, c'est les paracos, c'est les paramilitaires. Donc se pose la question, ils partagent les postes de surveillance à des horaires différents. Et bon, ça c'est les communautés qui nous l'ont dit, et je pense que ça doit varier d'une région à l'autre, et c'est une question de chaîne de commandement. Merci Yali. Alors, on va peut-être demander à Gaspard, qui a repris son souffle. Il a couru beaucoup. Avez-vous votre micro? Oui. Oui. Voilà. Tout d'abord, merci et désolé pour ce retard. On est content de vous avoir. Hein? Alors, je voudrais peut-être seulement vous présenter, Gaspard. Vous êtes politologue et directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine de Sciences Po. Vous allez nous parler des origines et de l'impact du conflit armé en Colombie. Et vous nous donnerez, si vous voulez, votre lecture de la situation actuelle. Et vous nous partagerez votre vision de l'avenir de la Colombie. Tout ça en quelques minutes. Hein? Alors, les origines du conflit armé en Colombie. Comment et pourquoi sont nés les mouvements tels que la FARC, le ELN et ceux qui les ont précédés il y a 60 ans? Comment et pourquoi ces groupes se sont-ils constitués à l'origine? Il s'agissait de mouvements idéologiques. Qu'est-ce qu'ils revendiquaient et pourquoi ils étaient plus présents là qu'ailleurs en Amérique latine? En 5 minutes. Oh, moins. Alors, bon, pour faire simple, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide arrive et que la Colombie est
un pays où il y a une très grande concentration du foncier, où il n'y a pas eu de réforme agraire, où il y a de très grandes inégalités. Les années 40 sont marquées par l'assassinat d'un candidat libéral, Eliezer Gattan, qui provoque une très grande crise de violence, appelée cette période de 48 à 53 comme la violencia, la violence. Et cela provoque de forts ressentiments au sein du pays, un très grand conflit social, un très fort conflit politique. Et une partie des secteurs du Parti libéral se radicalisent progressivement. Et après une séquence dans les années 50 marquée par un pouvoir militaire, il y a donc cette radicalisation du secteur du Parti libéral qui débouche en 1964 dans la création des FARC et quelques mois plus tard de l'ELN, qui est un mouvement qui, lui, est beaucoup plus imprégné par la révolution cubaine, par le guévarisme. Et il faut le voir au prisme du contexte régional, mais aussi spécifique de la Colombie. Donc, si on doit résumer la question agraire, puisqu'il s'agit essentiellement de mouvements paysans, qui est prégnante dans le discours de ces mouvements, et ce contexte politique et social des années qui commencent en 1948 et qui se prolonge avec cet apport de la révolution cubaine et de la lecture de l'Amérique latine de l'époque. Après, il est clair qu'en Colombie, voilà, par rapport à d'autres pays latino-américains, ben, il y a eu un contexte qui s'est prêté plus spécifique, notamment dû justement à ces conflits et en fait à l'existence de ce bipartisme qui, in fine, conduisait à exclure certaines élites, que ce soit au niveau urbain, mais surtout au niveau rural, et ce qui a poussé ces mouvements vers justement ce conflit armé. Et comment était-il financé initialement? Parce que pour se former comme groupe et puis commencer à occuper des parties du territoire, ça prenait de l'argent. Ils n'avaient pas l'argent de l'État. Donc, comment se finançaient-ils à l'origine? À l'origine, comme d'autres mouvements armés en Amérique latine, à savoir ce qu'eux appellent des impôts révolutionnaires, mais bon, en quelque sorte c'est du racket, d'entrepreneurs, d'activités commerciales dans leur territoire, l'exploitation aussi de fermes et des territoires qu'ils contrôlaient dans des territoires ruraux. Par la suite, et lorsque les FARC ont développé leur activité, ont développé leur présence dans le territoire, je pense notamment en fait à la bascule qu'il y a eu dans les années 80 et surtout dans les années 90. Donc il y a une diversification de leurs activités, que ce soit par le biais de kidnapping, ce qui est d'ailleurs aussi le cas d'autres guérillas en Amérique latine durant la guerre froide, mais c'est une tendance qui s'est nettement renforcée dans les années 80-90, et surtout, d'abord, l'intermédiation et une sorte d'accord avec certains cartels de la drogue pour permettre l'acheminement de production de drogue de la part des cartels, et par la suite, certaines branches de ces groupes armés ont pris part dans le commerce des drogues. Donc il est clair qu'il y a eu une évolution progressive des modes de financement, et c'est aussi grâce à cette activité que ces groupes ont réussi à financer leur présence, puisque à la fin des années 90, début des années 2000, les FARC contrôlaient une partie non négligeable du territoire colombien. Donc finalement, si je comprends bien, les cartels étaient à l'origine de la production et de la commercialisation de la drogue, et la FARC et le ELN sont devenus des facilitateurs parce que ça passait par leur territoire, et finalement des employeurs d'agriculteurs qui produisaient. Voilà, je pense qu'il y a eu une évolution progressive, et il ne faut pas non plus voir les FARC comme un être... Certes, c'était avec un commandement unifié, mais avec le temps, et aussi avec la réponse de l'État colombien aux FARC,
il y a eu aussi une progressive autonomisation de certains secteurs, de certaines branches des FARC, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a vu à l'œuvre lors des négociations de paix, puis de l'arrêt et donc de l'accord de paix, puisque une partie des dissidences des FARC n'ont pas, disons, accepté l'accord qui a été conclu par le commandement des FARC et ont continué à opérer tant sur le plan militaire que sur le plan du trafic de drogue. Et comment on explique l'absence de l'État pendant toutes ces années? Comment ces mouvements ont-ils pu s'étendre et occuper une grande partie du territoire sans que l'État les repousse finalement? Est-ce que c'est à cause de la géographie, l'accidentalisation du terrain, hein? C'est des terrains très isolés finalement, difficiles d'accès, peu de population. Est-ce que c'est un peu la raison que l'État n'était pas là? Moi, je prendrais plutôt la question à l'envers. Je pense que c'est plutôt l'absence d'État qui a contribué à ce que ces mouvements prolifèrent, puisque si on pense le problème de départ, dans les années 40, 50, 60, à la base, il y a une problématique sociale qui est liée justement à la structure du pouvoir dans ces territoires ruraux, puisque à la base, on parle de mouvements qui avaient une assise rurale, dans les zones rurales, et dans ces territoires, voilà, la présence de l'État était très faible, il y avait peu de services publics ou pas de services publics, et donc à la base, il y a voilà, des revendications sociales qui n'étaient pas prises en compte. Cela étant dit, par la suite, lorsqu'en quelque sorte ces groupes se sont substitués à l'État, puisque c'est eux qui incarnaient en quelque sorte le monopole de la violence légitime, en tout cas à leurs yeux, eh bien, voilà, il y a eu aussi un phénomène d'accaparement des ressources, d'accaparement du pouvoir, et de ce point de vue-là, c'est vrai que cela a eu une logique perverse, notamment lorsque ces groupes ont développé leur assise territoriale et ont augmenté, ont renforcé leur pouvoir dans les années 80 et 90. Cela, justement, a entraîné, il me semble, une réponse de l'État colombien qui, parallèlement à certains échanges, certaines négociations, il ne faut pas oublier que c'est sous le gouvernement de Belisario Betancourt qu'il y a eu les premiers pourparlers secrets avec les FARC pour aboutir à ce que aujourd'hui on peut appeler comme les accords de paix qui ont été donc signés en 2016, mais cette idée d'arriver à un accord politique date d'il y a très longtemps, et ce n'est pas du tout une question de gouvernement de gauche, de centre-gauche. Il y a des gouvernements conservateurs comme celui d'Andrés Pastrana qui a lui aussi essayé de mener à bien ce genre d'accord, ou en tout cas de pourparlers, afin de réussir une solution politique à cette question. Moi, il me semble que aujourd'hui, et pour anticiper un peu sur votre question, je pense que ce conflit dure depuis tellement de temps, on parle depuis 60 ans aujourd'hui de conflit, eh bien je pense que cela est devenu une variable qui a été intégrée par les élites politiques, mais aussi les élites économiques du pays. Et donc de ce point de vue-là, détricoter ce système de guerre et aussi peut créer un embarras, puisque on parle là beaucoup des guérillas, mais il y a eu aussi un autre mouvement qui a émergé dans les années 80, c'est le phénomène des paramilitaires, et qui lui aussi a eu une très forte importance dans la vie politique du pays, avec un bilan humain très dur aussi, notamment sur le plan des disparus, des personnes qui ont dû être déplacées de leur territoire. Et in fine, ces paramilitaires ont aussi des modes de financement illicites, et que voilà, c'est tout cet écosystème qu'il faut en quelque sorte détricoter, et il est très compliqué aujourd'hui de le faire. Et comment on peut expliquer que le conflit ait perduré si longtemps? Est-ce que c'est attribuable à une certaine impunité de la part de certains membres du gouvernement à l'échelle locale, ou tout simplement il n'y avait pas de gouvernement local, il n'y avait pas de force armée locale sur place, et puis pendant des années, et puis c'est ce qui a causé 60 ans de conflit? Oui, je pense que cela vient compléter un peu ce que je disais tout à l'heure. Tout d'abord, le manque d'État et le fait que voilà, ces
ces groupes ont réussi non seulement à créer, à avoir une assise territoriale, mais à la développer, à renforcer leur emprise, y compris sur le plan économique, d'où cette idée de diversification de leurs activités, avec le maintien d'un discours voilà, très marqué d'abord sur les questions de réforme agraire, et après, dans les années 80, notamment, il y a le 7e congrès des FARC dans les années 80, je crois que c'est 82 ou 86, là j'ai oublié, mais à partir de ce 7e congrès, voilà, les documents des FARC évoluent et visent vraiment à prendre le pouvoir. Et donc c'est à ce moment-là où il y a vraiment une bascule, où il y a une volonté d'étendre leur assise sur les territoires et vraiment de contester l'autorité du pouvoir central. Alors je pense que d'abord il y a cette dynamique-là, mais je pense que le deuxième facteur, c'est le facteur que je mentionnais antérieurement, à savoir que ce conflit a causé tellement de morts, a été tellement prégnant sur la durée. Il n'y a pas d'autre pays en Amérique latine qui a vécu avec un conflit interne aussi important. Et je pense qu'in fine, c'est quelque chose qui est devenu, comme je le disais, fonctionnel pour les élites, mais y compris pour les FARC. C'est-à-dire c'est une situation qui, en quelque sorte, on est rentré dans une sorte de statu quo. Et donc, désamorcer ce statu quo, c'est quelque chose de compliqué, puisqu'on rentre aussi dans des phénomènes de rente, que ce soit pour les groupes paramilitaires, que ce soit pour les cartels de drogue, qui travaillent en quelque sorte en bonne intelligence avec ces forces armées irrégulières, mais également pour les forces armées colombiennes, qui, du fait de ce conflit armé, reçoivent aussi de très grands financements et une très grande coopération de la part d'autres pays. Je pense aux États-Unis, je pense à Israël. Et donc, de ce point de vue-là, une armée colombienne sans conflit armé, c'est aussi une armée qui reçoit moins de subventions, moins d'attention de la part du pouvoir politique. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi une situation qui est en quelque sorte utile aux grands pôles de pouvoir. Et donc, désamorcer ce conflit, c'est aussi toucher à certaines rentes, même si cela peut paraître bizarre à un premier abord. C'est vrai qu'avec le temps, on voit apparaître ce genre de phénomène. Très intéressant. En fait, c'est difficile de prendre un recul parce que c'est trop récent, mais il y a des pays tels que le Canada qui ont légalisé pas la drogue dure, mais le cannabis. Et l'État, maintenant, a des magasins où on vend le produit. Et l'État récolte une rente, des taxes sur ces produits. Par contre, le marché illégal a continué et le marché illégal produit des produits beaucoup de moindre qualité et dommageables pour la santé et moins chers. Alors, c'est un sujet intéressant, mais très difficile à voir où ça va mener. Mais juste pour compléter, en fait, je peux vous donner un autre exemple, c'est le Portugal. Le Portugal a dépénalisé en 2001, pas seulement le cannabis, mais toutes les drogues. Toutes les drogues. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que là, on a au moins 21 ans ou 22 ans où on peut avoir des statistiques, des données qui sont mesurables, qui sont auditables, où on peut voir très concrètement si la dépénalisation a, comme le disent les pourfendeurs de ce genre de politique, c'est traduit par une multiplication de la consommation, une augmentation des profils à risque et donc une aggravation des conditions de santé publique. Or, l'exemple portugais montre que ce n'est pas le cas. Qu'au contraire, les services publics, et il y a eu toute une politique visant à identifier de manière précoce les toxicomanes et à leur offrir des solutions dans le système de santé portugais. Alors, bien entendu, il y a eu aussi des effets délétères par rapport notamment à la banalisation de l'usage des drogues, compte tenu en fait de la perte du caractère illicite de leur consommation. Néanmoins, je pense que l'exemple portugais, mais il y a d'autres pays, comme par exemple l'Uruguay en 2013, qui ont eux aussi dépénalisé de manière partielle l'usage des drogues. Je pense que l'exemple que vous avez mentionné du Canada, il est intéressant puisque on voit, et vous l'avez dit, ça crée en fait, lorsque on dépénalise de manière partielle, ça crée
un marché à deux vitesses. Un secteur formel, contrôlé, audité, dans lequel l'État peut prélever donc des taxes et donc prélever une partie de la rente, et l'autre, un marché informel qui cohabite, qui coexiste, de moindre qualité, donc non vérifiable, et surtout où l'État n'a pas son mot à dire, tant sur le plan du contrôle de la qualité de produit que sur la part des taxes qui sont prélevées. Néanmoins, je pense que là, la question qui va se poser au Canada et qui va se poser aussi aux États-Unis, où il y a aussi un mouvement de dépénalisation qui est similaire, il y a aujourd'hui 17 États aux États-Unis qui ont dépénalisé l'usage du cannabis, c'est la question des drogues synthétiques, et notamment la question du fentanyl, puisque là, la frontière entre ce qui est légal et illégal devient de plus en plus poreuse, puisque la plupart des ingrédients qui servent à la fabrication du fentanyl sont des produits chimiques qui sont autorisés pour des tests cliniques pour un usage médical. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, c'est un marché qui est formellement dans la légalité. Il y a des laboratoires qui produisent ces composants chimiques, mais dont la plus grande partie sert de fait à une activité illégale qui aujourd'hui est en train de provoquer des ravages en matière de santé publique aux États-Unis, puisque l'année dernière, il y a plus de 100 000 personnes qui sont décédées aux États-Unis dues à l'usage du fentanyl. Donc, ça devient vraiment un énorme problème de santé publique, un problème, je dirais même, de sécurité pour les États-Unis, mais pour d'autres pays en Amérique du Nord, et dont on n'a pas encore vu vraiment, en tout cas en Europe, la conséquence que cela a, parce qu'en fait, les cartels sont en train de se rediriger vers ce secteur, sont en train de délaisser la cocaïne, le pavot, la marijuana, et donc il y a aujourd'hui un effet d'éviction de ces produits, disons, qui devaient aller aux États-Unis et qui aujourd'hui vont en Europe. D'où l'explosion de la violence dans des ports, que ce soit à Rotterdam, que ce soit au Havre, ici en Europe, puisque en fait ces cartels sud-américains, qui sont donc de plus en plus isolés de leur ancien marché principal, aujourd'hui exportent leurs produits, notamment en Europe. C'est peut-être une bonne nouvelle pour la Colombie, parce qu'ils ne feront plus la matière première ne sera plus la cocaïne, donc bon, ils continueront à exister, mais peut-être de façon moins dommageable pour les populations locales, en tout cas. Alors, merci Gaspard. Alors, je vais demander à Jasmine peut-être de nous parler, de présenter un projet local de construction de la paix, en espérant que notre projecteur ne va pas faire le même bruit que tout à l'heure. Pour nous donner une idée de ce que l'AFD, comme une des agences françaises de coopération, fait en collaboration avec les autorités colombiennes. Merci Geneviève, merci pour votre présence. Moi je vais parler donc depuis le Secours catholique auquel je suis rattachée, et je vais vous parler d'un projet donc, qui s'appelle Ensemble pour la paix, qui est soutenu par l'Agence française de développement. Et voilà, je vais aller mettre cette petite carte, et qui est un programme né en 2017, porté par le réseau France-Colombie Solidarité que Yali coordonne. Ce réseau, c'est un réseau donc, qui a plus de 10 ans d'existence et qui rassemble des ONG françaises qui ont un lien avec la Colombie et qui soutiennent depuis des années les populations locales là-bas. Et donc ce réseau s'est formé afin de porter un plaidoyer plus fort et puis de pouvoir unir nos forces pour pouvoir appuyer davantage les communautés locales dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix, qui a été cette fenêtre d'opportunité en 2016 pour lancer ce programme Ensemble pour la paix. Donc né en 2017, soutenu par l'AFD, et qui est donc porté par les membres du réseau France-Colombie Solidarité, qui sont au nombre d'une dizaine, et des partenaires colombiens, donc également une dizaine de partenaires. Donc c'est un consortium d'ONG
qui a pour but de soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix en articulant le plaidoyer et les efforts à un niveau local, national et international. On a beaucoup à cœur cette articulation multiniveau, multi-acteurs, car un des messages qu'on veut faire porter, c'est que c'est très bien d'avoir des accords de paix qui sont négociés au niveau de l'État, mais il ne faut pas oublier les principales concernées, qui sont les populations qui souffrent du conflit et qui sont historiquement marginalisées, qui sont historiquement oubliées par l'État. Et qui sont les premières concernées à vivre sur ces territoires, à essayer de résister et de permanecer. Je l'ai en espagnol parce que c'est quelque chose qui est très fort là-bas, la permanencia. C'est vraiment une résistance sur le territoire pour pouvoir rester et vivre sur ces territoires. Donc on a un ancrage territorial assez fort. Donc vous voyez sur la carte, on intervient donc dans 3 régions de la Colombie, dans le nord du Cauca et le sud du Valle del Cauca, la côte littorale du Cauca, et le Bajo Atrato dans le Chocó, donc vers la frontière avec le Panama. Donc, ce sont des territoires qui qui sont très riches en ressources naturelles. On l'a dit, c'est un enjeu du conflit. Dans le Cauca, c'est un carrefour stratégique avec une production de coca très importante, mais il y a aussi d'autres enjeux autour des terres qui sont cultivées de manière légale, mais qui, par exemple pour la monoculture de canne à sucre, qui prennent énormément de terres, et donc c'est un enjeu pour les populations qui se retrouvent dépossédées de leurs terres. Dans le Bajo Atrato, il y a la question, c'est aussi une région très riche où il y a de la minerie légale et illégale, il y a de la production, de la coupe de bois par exemple. Donc voilà, on retrouve différents enjeux d'accaparement des terres en fait de ces populations. Et pour vous donner un peu des exemples concrets de ce qu'on fait, hop, voilà, je vais passer. Donc, ce qu'on fait, nous, en consortium, c'est qu'on soutient des initiatives locales de paix. Donc, comme je vous le disais, ces populations sont... Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la société civile en Colombie, elle est très forte, elle est très active, malgré énormément de violences qu'elle subissent. Il y a toujours énormément d'assassinats de défenseurs des droits humains. Il y a eu une petite accalmie juste après la signature des accords de paix, mais là, on voit que ces chiffres, malheureusement, ils repartent à la hausse. On l'a dit tout à l'heure, il y a une reconfiguration du conflit, une reconfiguration des acteurs dont Yali parlait, et ça pose d'énormes problèmes de sécurité pour les populations, avec des acteurs armés très poreux en fait, des membres qui passent d'un groupe armé à l'autre sur les territoires, et qui utilisent des violences qu'on a vues pendant longtemps, mais des confinements, des déplacements forcés, du recrutement forcé, dont tu parlais tout à l'heure Yali. Et voilà, donc il y a ce projet de paix totale, mais qui se fait dans un contexte extrêmement difficile pour ces populations. Et donc nous, on soutient plusieurs types d'initiatives. Dans le Cauca, notamment, on soutient le Conseil territorial interethnique qui rassemble les populations autochtones, les populations afrodescendantes et paysannes, parce que dans le Cauca, on a énormément de tensions donc, autour de la terre, comme je le disais, et il y a un enjeu de se mettre autour de la table pour pouvoir discuter et voir comment on redistribue ces terres. La terre doit être redistribuée, et c'est ce qui est prévu notamment avec la réforme agraire, mais ça génère beaucoup de questions, de tensions. Donc on soutient ce conseil dans cette optique-là, mais aussi parce que le conseil mène des dialogues humanitaires avec les acteurs armés. Et donc, en fait, les dialogues humanitaires, concrètement, c'est donc les dialogues avec des acteurs armés sur le terrain. C'est une compétence de la présidence, mais cette compétence peut être aussi donnée aux peuples autochtones qui ont des autorités locales. Et donc, on soutient ces efforts, notamment des populations autochtones. La fin avril, il y a eu un dialogue avec l'ELN et des dissidences des FARC qui a été mené dans le Cauca, et c'est un dialogue qui a été convoqué par le Conseil régional autochtone du Cauca, mais en articulation avec le Haut Commissariat pour la paix. En fait, nous, on vient appuyer des initiatives locales de la société civile, mais aussi dans un but de toujours s'articuler avec ce qui est prévu en termes de politique nationale et régionale, et en articulation avec l'accord de paix, ce qui est prévu dans le cadre de l'accord de paix, qui a quand même plusieurs points très très importants.
Donc dans le Cauca, voilà, c'est plutôt ce focus qu'on a. Sur le littoral on n'a plus la carte, mais sur le littoral pacifique du Cauca, on vient plutôt soutenir le renforcement de la participation citoyenne des femmes via des associations de femmes, de jeunes aussi, qui manquent énormément d'opportunités éducatives, professionnelles sur la côte littorale du Cauca. Et ça, c'est un énorme risque aussi pour le recrutement forcé par les acteurs armés. Donc on vient soutenir les jeunes pour mettre en place aussi des politiques de jeunesse en dialogue avec les autorités locales. Et les conseils afrodescendants, donc qui sont des conseils communautaires afrodescendants, qui sont des autorités locales, donc afrodescendantes. Et puis dans le Bajo Atrato, dans le Choco, on a soutenu plusieurs initiatives, mais qui étaient articulées autour de la thématique de la mémoire, de la vérité et de la réconciliation. Et là, il y a eu tout un diagnostic, une recherche qui a été faite sur les affectations spécifiques faites aux femmes de l'accaparement des terres dans le Bajo Atrato. Et cette recherche a été faite de manière participative avec les femmes de la région. Et elle a donné lieu à une présentation à la juridiction spéciale pour la paix dans le cadre du macro-cas 004. Donc juste rapidement, la juridiction spéciale pour la paix a été créée avec l'accord de paix, donc fait partie du système de justice transitionnelle, et c'est l'équivalent d'un tribunal de paix en fait, qui vient juger les plus hauts responsables des violences commises. Donc il y a plusieurs grands cas qui sont ouverts, et il y a un macro-cas qui concerne la région du Bajo Atrato et de l'Uraba. Et voilà, on a appuyé cet effort pour... la société civile peut donner des informations, contribuer à ce système, et donc nous on vient appuyer ces efforts-là pour que ces affectations spécifiques faites aux femmes, qui n'avaient pas été prises en compte jusque-là et qui demandent une réponse aussi adaptée, soient prises en considération. Voilà, donc juste pour conclure, le message que je voulais faire passer, c'était que oui, la construction de la paix se fait à partir des territoires et à multiniveau, bien sûr, au niveau de l'État, mais c'est très important aussi de prendre en considération ces populations. On voit que l'accession au pouvoir du président Petro était aussi pour ces populations une sorte d'espoir, parce qu'il représente des secteurs, et avec la vice-présidente Francia Marquez qui vient du Cauca, il représente des populations qui historiquement ne sont jamais représentées. Donc c'est vrai que ça représente un changement. Et c'est une société civile très résiliente, enfin très résistante en tout cas, et qui propose, et c'est ça qui est intéressant pour nous, de regarder aussi au niveau français et au niveau international, qui propose une autre vision du développement et qui propose une autre notion, enfin qui propose une autre façon de vivre. En fait, il y a le concept de buen vivir, de bien vivre, et voilà, nous, notre pari aussi dans le programme, c'est que en France, on a à apprendre de ça, et au niveau international aussi. Qu'est-ce que c'est bien vivre sur un territoire, sachant que c'est des populations qui ont un lien aussi spirituel avec le territoire et communautaire. Et donc ça, c'est intéressant de remettre aussi en question notre notion de développement avec ces expériences locales. Voilà. Merci. Merci, Jasmine. C'est très important, en fait, le fait que des groupes, des organisations comme l'AFD, des institutions comme l'AFD et d'autres agences de coopération internationale soient impliquées. C'est très important parce que ça donne un profil à ces projets vis-à-vis le gouvernement, vis-à-vis l'État. Et l'État se doit je pense, par la suite, de faire le suivi. Vous mettez en place des structures, l'État devra en bénéficier par la suite, des structures solides au niveau des communautés locales. Oui, je peux faire un petit commentaire sur ça. Oui, et c'est une façon d'accompagner les populations locales. Ça permet aussi de se sentir un peu plus forte face, même s'il y a beaucoup de violence et qu'on n'est pas non plus les Nations Unies, mais ça permet de montrer que ces populations sont accompagnées, qu'elles ne se sentent pas oubliées. Et ça œuvre aussi un peu, dans une certaine mesure, à leur protection. Merci. Alors, ambassadeur Luis Fernando Medina Sierra, on vous a réservé tout. On a beaucoup parlé du conflit, et là, on va parler de la projection de la Colombie vers l'avenir
et tout l'avenir économique qui lui est réservé. Alors, une première question, c'est pourquoi l'adhésion à l'OCDE était-elle si importante pour la Colombie? Merci. Oui. Et vous allez nous parler soit en français ou soit en anglais, sentez-vous très, très libre. Oh, ça ne marche pas. Alors, merci. D'abord, je dois me disculper parce que mon français n'est pas très bon, alors, mais je ferai l'effort pour remercier l'hospitalité de France-Amérique et du pays de France. Alors, si je me trouve en trop de difficultés, alors je vais parler en anglais, que je ne vais pas faire. Alors. Mais faire patience avec mon français. Bon, je pense qu'il y a plusieurs façons de penser l'adhésion d'un pays, n'importe quel pays à l'OCDE, parce que l'OCDE est une organisation très complexe et avec beaucoup d'angles, il y a beaucoup de choses qui arrivent à l'OCDE. Et je pense que lorsque l'administration de président Santos a pris la décision de commencer le processus d'adhésion, je pense que l'approche dominante à ce temps-là était, nous avons joigné un club de bons pratiques et de bons politiques. Je pense que c'est une approche valable, légitime, et je pense qu'il faut le soutenir. Nous sommes en train de continuer. Mais je pense qu'il y a une autre façon aussi que nous sommes en train de développer maintenant, qui est l'OCDE est une organisation qui est en train de changer maintenant. Je pense qu'il y a dans une situation très critique de son existence, critique dans le bon sens, dans laquelle l'OCDE comprend qu'il faut changer, il faut s'ouvrir à l'issue globale. On m'a dit que le terme n'est pas officiel dans l'OCDE, mais c'est clair que l'OCDE comprend qu'il faut développer des rapports avec l'Amérique latine, avec l'Asie, avec l'Afrique, parce que les projets nord-atlantiques qui étaient à l'origine de l'OCDE doivent changer. Alors, en ce moment, dans ces circonstances, je pense que la Colombie peut jouer un rôle très important parce que la Colombie est un des pays qui peut contribuer à que l'OCDE développe une compréhension plus claire et plus aiguë des problèmes de Sud global. Et je pense que, comme nous l'avons dit, les problèmes de la Colombie sont... Alors, la Colombie est un pays avec des problèmes très spécifiques, mais ne sont pas inconnus dans les autres pays. Alors, les questions de développement de l'État, les questions de modèles alternatifs de développement économique. Alors, ce sont des choses que la Colombie a vécues pendant toute son histoire. Alors je pense que c'est une opportunité pour l'OCDE et la Colombie d'entrer dans un dialogue très constructif qui peut aider à l'OCDE à s'ouvrir aux pays du Sud. Alors je pense qu'il faut penser naturellement dans la question de acquérir des bonnes pratiques, de bons standards de politique publique, toutes ces choses qui nous aideront à générer beaucoup de confiance, de bonne réputation dans les marchés internationaux. Tout ça, c'est très important. Mais il ne faut pas perdre de vue cet autre angle. Et quelle était la plus grande difficulté pour la Colombie quand la Colombie a décidé d'adhérer? Quelles étaient les réformes les plus difficiles à faire? Bon, je pense qu'il ne faut pas penser à l'adhésion comme un événement grand avec une ou deux grandes réformes. Je pense que l'OCDE ne veut pas créer cette perception. Le processus d'adhésion de n'importe quel pays est un processus graduel. Il ne faut pas oublier que tous les pays qui
qui vont devenir membres de l'OCDE, ils sont devant un rapport, par exemple avec un centre de développement et des autres institutions dans l'OCDE. Alors, lorsqu'un pays devient membre de l'OCDE, ce n'est pas le premier jour. Il y a un rapport constant, il y a un processus graduel. Alors, dans le cas de la Colombie, je pense que ce ne serait pas très salutaire si l'OCDE était perçue comme une organisation qui donne une frappe sur la table et dit c'est lui que vous devez faire. Donc, je pense que c'est pas la façon que l'OCDE gère ses affaires. L'OCDE a proposé quelques standards, fait quelques suggestions, quelques recommandations, et la Colombie est en train de les appliquer si on les trouve pertinents. Parfois, par exemple, maintenant, il y a une question profonde de formalisation laborale. L'OCDE a dit, avec raison, et que la Colombie doit améliorer son système de formalité laborale, mais nous l'avons dit clairement, oui, vous avez tout raison, mais maintenant nous sommes en train de chercher quelle est l'approche le plus adéquate pour cette tâche, parce que la formalisation laborale, spécialement en Amérique latine, c'est pas facile. Alors l'OCDE a tout compris, elle a dit oui, naturellement, c'est une question qu'on on peut pas faire d'un jour à l'autre, il faut faire patience, ça prend beaucoup des années. Alors, par exemple, dans notre problème, l'OCDE a exprimé beaucoup de fois sa préoccupation au sujet de la violence contre des leaders syndicaux. Et nous avons dit oui, vous avez tout raison, naturellement c'est inacceptable, mais c'est un problème qu'on ne peut pas faire disparaître avec un décret. Alors ça prendra du temps. Alors l'OCDE, nous avons développé un rapport dialogique avec l'OCDE. Alors c'est un processus, c'est pas je pense que c'est important de le comprendre, parce que la Colombie a la perception parfois que l'OCDE est une organisation qui fait des impositions, c'est pas là. Okay. Oui, vous avez parlé de la question le travail, effectivement. La Colombie est loin d'être le seul pays où l'économie informelle est plus de 50%. Il y a beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, incluant des pays membres de l'OCDE, qui ont le même défi. Maintenant, le pays demeure un des pays en Amérique latine, parmi d'autres, mais enfin assez inégalitaire. Hein? Est-ce que l'OCDE exerce certaines, je ne voudrais pas utiliser le mot pression, mais influence pour que vous essayiez de faciliter des réformes qui permettront de réduire cette inégalité entre riches et pauvres? Je voudrais. Non, je pense que l'OCDE fait des recommandations, des suggestions. Je pense parfois, mais je pense que parfois l'OCDE est très concerné avec l'inégalité, parce que naturellement l'Amérique latine est la région la plus inégale du monde. Mais il y a l'approche à l'inégalité de l'OCDE, parfois il me semble personnellement, qui est plus adéquat pour des pays industrialisés, par exemple. Alors, pour des pays industrialisés. Industrialisés, oui. Alors, lorsque l'OCDE fait des recommandations, des recherches au sujet des marchés laboraux, par exemple, je pense il me semble personnellement que leur vue, c'est une de marchés lorsqu'on a déjà beaucoup de sources d'accumulation économique, alors que c'est une question seulement de remuer, d'enlever les barrières du marché laboral et que tout ça marchera. Alors je pense que
pour toutes les raisons que nous avons discutées ici, ce n'est pas si facile dans la Colombie, parce qu'il y a des problèmes de construction d'État, il y a des problèmes de construction de sociétés civiles, et qui empêchent aussi le processus de formalisation. Je pense qu'il ne faut pas voir la formalisation seulement comme une question économique, spécialement dans le cas de pays comme la Colombie. Intéressant. Et quelles sont les réformes les plus importantes qui sont prévues par le président Petro dans les prochaines années et qui intéressent l'OCDE? Je pense qu'il y a beaucoup de choses maintenant. On va voir ce qui se passe avec les 3 grandes réformes législatives. Et maintenant, la réforme laborale, la réforme du système de santé, la réforme du système de retraite. Mais au-delà des questions législatives, on va voir ce qui arrive. Le Congrès est en train de décider quel sera le consensus final. Mais au-delà de ces questions législatives, je pense qu'il y a dans les programmes économiques du président Petro, il y a beaucoup d'idées très importantes au sujet de la question agraire, développement rural. La question de la question de la terre. La redistribution de la terre. La redistribution de la terre, un processus non seulement de redistribution, mais aussi d'articulation de la petite propriété dans le processus de production globale. Alors que c'est très difficile. Hein. Je pense que c'est le problème de tous les efforts de réforme agraire dans les pays. Alors, je pense que notre approche à la réforme agraire est une approche qui veut faire les deux choses. Améliorer la distribution de la terre, mais aussi l'intégration dans les processus de production. Même production locale, mais aussi de production internationale. Et l'autre chose, je pense que la question de ce que nous appelons l'économie populaire dans le gouvernement, qui est notre proposition pour réduire l'informalité, qui est d'activer ce processus communautaire, ce processus de la société civile, pour nourrir ces tissus sociaux et productifs et dans les territoires, et aussi dans les grandes villes, mais aussi dans cette périphérie, et de telle façon qu'il devient qu'elle peut se soutenir soi-même. Alors je pense que c'est un agenda de transformation économique aussi naturellement et couplé avec des idées de réindustrialisation, parce que je pense que c'est très clair que maintenant la principale faiblesse de notre économie est la dépendance excessive dans des exports de charbon et de pétrole. Oui. Ça, c'est un grand défi, effectivement. Oui. Comme bien des pays producteurs de ressources naturelles qui seront moins en demande à l'avenir, hein? Charbon, pétrole, déjà, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de la Colombie, c'est que le pétrole, c'est assez récent, hein? La production du pétrole. C'est suite à la chute de la production au Venezuela, beaucoup des exécutifs qui ont été mis à la porte de PDCF, ils sont venus en Colombie et puis ils ont partie des industries, une industrie très prospère qui maintenant est peut-être un peu vulnérable. Alors maintenant, on va peut-être passer aux questions, si vous voulez. On a quelques minutes. Alors, je ne sais pas qui est le premier courageux ou courageuse pour levantar la mano. Où on a tout dit. Oui. Alors, il faudrait peut-être se nommer et puis dire votre organisation. Merci. Bonjour, je suis César Ortiz Sotelo, je suis membre du conseil d'administration de France Amérique. C'était une question à propos de groupes armés. Est-ce qu'il y a un consensus? Je crois comprendre qu'il y a un consensus pour arriver à bâtir la paix en Colombie. Mais est-ce qu'il y a peut-être encore un segment de la classe politique qui ne veut pas faire la paix?
par exemple, Uribe, je me souviens à l'époque, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui. Alors, qui voudrait prendre... Gaspard. Bon, je pense que de ce point de vue-là, en fait, l'élection de Iván Duque a été un bon révélateur, parce que en fait, l'élection d'Iván Duque, qui donc vient de la mouvance politique d'Álvaro Uribe, qui s'est présenté aux électeurs en tant que dauphin du président, est un bon indicateur en fait de la question que vous avez posée, puisque le fait qu'il y ait eu une alternance, on pourrait dire, à droite et avec quelqu'un qui a eu un discours très dur par rapport aux FARC, a en quelque sorte testé la solidité du concept même d'accord de paix entre le gouvernement et les FARC. Et de ce point de vue-là, l'accord, en tout cas ce qui a été signé, a tenu, puisque l'accord de paix ne s'est pas évaporé, le gouvernement colombien n'a pas, comment dire, mis fin au processus qui avait été, enclenché par le gouvernement et les forces armées colombiennes. En revanche, là où on peut être très critique et là où il y a eu un véritable problème et qui aujourd'hui tente tant bien que mal d'être résorbé, c'est les conditions de mise en œuvre de cet accord de paix. Parce que si on regarde les données, on voit bien que, en ce qui concerne des éléments centraux de l'accord, c'est-à-dire le fait du financement par l'État de politiques agraires, de politiques sociales, de la question de la protection aux dirigeants syndicaux, aux dirigeants de mouvements sociaux dans les territoires, voire même des dirigeants politiques tout court, eh bien, on voit bien que durant les années qui se sont succédées après la signature des accords de paix, eh bien, les indicateurs sont mauvais, sont plutôt très mauvais. Et donc, de ce point de vue-là, il est clair que c'est là où je reviens à la question du statu quo et du fait que pendant 60 ans, il y a une sorte d'économie de la guerre qui s'est créée et qui, en quelque sorte, était utile pour certaines couches des élites colombiennes, mais aussi voilà, d'acteurs de pouvoir, et que pour faire en sorte que cet accord sorte du papier et se transforme en une réalité quotidienne, en une réalité mesurable, perçue comme telle par la population, et bien, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et qu'il est très nécessaire et qu'il est même fondamental qu'il y ait une volonté politique pour faire en sorte que ces accords de paix, en tout cas ceux qui ont été signés en 2016, soient respectés, soient surtout mis en œuvre. Donc je pense que, voilà, paradoxalement, le fait qu'il y ait eu cette alternance vers la droite avec Iván Duque, en quelque sorte, ça a donné un bouclier institutionnel, puisqu'on est passé au-delà de cette alternance, et donc c'est ce qui lui donne une légitimité. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Voilà. Oui, et ambassadeur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, c'est une question délicate, mais je pense que il y a un problème structurel dans le pays que les processus de construction d'État, ce sont toujours chers. Pardon que je suis très cynique. Je pense qu'un problème dans la Colombie et beaucoup de pays de ce que lorsque j'étais jeune, on appelait le tiers-monde, mais non, on appelle comme ça non plus. Mais c'est que l'État est toujours fragmentaire, est toujours incomplet. Parfois parce que c'était pas possible de créer des processus économiques qui soutiennent le développement de l'État. Alors, par contre, l'exemple des États-Unis, c'est très intéressant. C'est un pays qui a développé son État, son frontière agraire, en même temps que l'État. Alors, les États-Unis n'ont jamais permis ces frontières ouvertes, terre des personnes et sans loi. Alors, le processus de construction de paix dans notre pays, je pense qu'il faut qu'il va de la main des processus de transformation économique. Et c'est pour là que
les mots de Gaspard sont très importants parce que ces transformations économiques, ce sera aussi une transformation politique, une transformation des intérêts, de l'équilibre des intérêts politiques dans les pays. Alors je pense que c'est pour ça que c'est très difficile. Et nous venons je pense que si je veux décrire les changements les plus profonds dans la politique colombienne de les premières dizaines de ce siècle, et que jusqu'en 1990, par exemple, je pense que même les élites politiques n'étaient pas éliminationnistes. Je pense qu'il y avait un consensus, je pense que Gaspard est d'accord, je pense qu'il y avait un consensus que le conflit social, et ça va se résoudre n'importe quand, mais ça va se résoudre par le dialogue. Mais vers le début du siècle XXI, je pense qu'il y avait la monde politique de secteurs éliminationnistes qui ont pensé non, le conflit peut se résoudre seulement par la voie militaire. Et je pense que c'est lié à la transformation économique, c'est lié à la chute de quelques pouvoirs économiques et industriels et le monde de pouvoirs économiques plus liés à des secteurs primaires, et agriculture et surtout des autres secteurs illégaux aussi. Alors je pense que ça a changé complètement l'équilibre politique, et maintenant nous sommes en train de basculer entre cette approche différente. Et il va falloir attendre qu'est-ce qui se passe. Merci. Yali, peut-être que vous voulez dire quelques mots avant la prochaine question? Très brièvement, c'est la question du... comme le disait très bien Gaspard, il y a tout un secteur de l'économie colombienne qui dépend quelque part de ce statut quo. Donc c'est très difficile à changer, et puis on peut le voir dans la polarisation du pays qui a pu se voir dans les résultats électoraux, où ce ne sont que des décimales qui séparent un opposant de l'autre pour accéder au pouvoir. Donc on voit bien qu'il y a une partie de la population non négligeable qui s'oppose en tout cas à cette initiative de dialogue, en tout cas dans la façon dont ça peut être réalisé. On rentre bien évidemment, comme le disait Monsieur l'ambassadeur, dans un modèle économique différent également, et puis le gouvernement actuel aura besoin de financer toutes ces réformes, parce qu'il faut le rappeler, une des promesses du gouvernement Petro, c'était de renforcer la présence de l'État. Pour cela, il avait fait également une réforme fiscale dont les objectifs ont dû être revus à la baisse, parce que suite à des négociations dans les coalitions et donc dans le Parlement, les objectifs espérés ont été réduits parce qu'un certain secteur avec plus de biens, disons, dans les élites, a réussi à avoir moins d'impôts. Donc ça, c'est pour une partie. Mais là où rentre donc la question des financements, c'est pour ça que je voulais en parler juste peut-être brièvement, c'est qu'il y a besoin... c'est pas parce qu'il y a un gouvernement avec une nouvelle loi 418 qui veut soit négocier avec des acteurs armés, soit les soumettre à la justice, que la communauté internationale doit partir. C'est au contraire, c'est la fenêtre d'opportunité dans laquelle un gouvernement montre une volonté politique pour pouvoir réaliser ces gros travaux, disons, qui rencontrent elles-mêmes une difficulté, parce que certes le gouvernement a changé, mais l'État, il faut le différencier du gouvernement, ce n'est pas la même chose, et notamment aussi des administrations locales, parce qu'il y a une volonté politique au niveau du gouvernement central, avec de grosses réticences au niveau municipal, et on verra les changements qui pourront avoir lieu au niveau des élections dans le mois d'octobre. Merci. Axel Gilden de l'Express a une question. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette passionnante présentation. Juste peut-être pour donner un contexte international à tout ça, est-ce que peut-être c'est une question pour Gaspard Estrada, est-ce que vous pourriez nous expliquer et nous dire comment, dans ce contexte, le nouveau gouvernement colombien se positionne par rapport au Venezuela, qui, soit dit en passant, est aussi un acteur du trafic de drogue, et dans le cadre, à l'heure où précisément l'UNASUR est un petit peu réveillé par les déclarations de Lula et sa réhabilitation de Maduro. Voilà, pour comprendre un peu comment la Colombie se positionne. Bonjour. Tout d'abord, je pense que
en effet, il faut le voir dans un contexte régional, puisque quand on pense au Venezuela, bon, d'abord, il faut penser à l'économie vénézuélienne, qui, entre 2013 et 2023, a perdu 80% de sa valeur, et aussi aux plus de 7 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays. Donc, la question vénézuélienne est devenue une problématique régionale, et notamment pour la Colombie, qui accueille plus d'1 million, sinon voire plus, de migrants vénézuéliens sur ce territoire. Donc, la question du Venezuela est devenue une question de politique intérieure colombienne. Outre l'histoire liée entre ces deux pays, qui était non seulement une question de frontières, mais compte tenu du dialogue politique, des relations économiques, et d'une relation qui était quasi inexistante en fait sous Duque. Donc toute la stratégie du président Gustavo Petro a été tout d'abord de normaliser les relations avec Caracas, en envoyant comme ambassadeur, en tout cas qui jusqu'à la semaine dernière, un allié politique important à Caracas pour montrer l'importance en fait qu'avaient cette relation bilatérale. Et tout ça dans un contexte plus vaste qui est une volonté de la part des pays sud-américains, mais aussi des États-Unis et des pays européens, de, en quelque sorte, utiliser la séquence électorale visant à ce qu'il y ait une élection normale en 2024 au Venezuela pour, en quelque sorte, obtenir des concessions de la part de Caracas par rapport à ses capacités d'exportation, notamment en matière d'énergie. Il ne faut pas être naïf. La guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses pour ces acteurs-là, et notamment la volonté d'accéder à des matières premières, que ce soit en ce qui concerne des matériaux tels que le lithium, donc au Chili, en Argentine, en Bolivie, mais aussi en matière de pétrole et de gaz, notamment au Venezuela. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une volonté des pays européens, des pays des États-Unis, de renouer une sorte de dialogue et de permettre à nouveau une exportation de produits. Donc, dans ce cadre-là, la stratégie de Petro a été, de normaliser cette relation, de permettre à ce qu'il y ait une reprise des échanges économiques. Je pense que les expressions tenues par le président du Brésil à Brasilia, donc lors du sommet de l'UNASUR, puisque il ne faut pas oublier que l'UNASUR donc est né en 2008 dans une Amérique du Sud qui était très différente, et surtout, et c'est quelque chose qu'on oublie un peu aujourd'hui, avec une Colombie qui était à droite. Lorsque l'UNASUR a été créé, il s'agit d'une initiative donc des pays sud-américains, mais qui avait des gouvernements de gauche, Lula, mais aussi Uribe. Et ça, c'est quelque chose qui, par la suite, s'est perdu. On a beaucoup critiqué l'UNASUR par sa politisation. Il y a eu même une initiative de gouvernement de droite qui ont créé, donc sous Piñera, Prosur, un peu en contraste avec l'UNASUR, mais à la base, l'idée de l'UNASUR, c'était pas du tout de faire le club de dirigeants de gauche, puisque Uribe avait non seulement accepté l'idée de la création de l'UNASUR, mais aussi l'idée de la création d'un conseil sud-américain de défense. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la nécessité qu'il y ait un dialogue entre les présidents sud-américains, en soi, ça me paraît une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, Maduro, compte tenu de cette situation liée à la guerre en Ukraine, a beaucoup plus de leviers qu'auparavant, qu'il est en une situation un rapport de force qui lui est favorable, ce qui, de mon point de vue, ne va pas l'inciter à faire beaucoup de concessions par rapport à d'éventuelles promesses de tenue d'élections démocratiques transparentes. C'est un pari qui est fait par la communauté internationale. Moi, je suis plus pessimiste. Je pense que la situation ne va pas beaucoup évoluer. En revanche, là où les choses peuvent évoluer au quotidien, c'est pour l'avenir des millions de Vénézuéliens qui sont en dehors de leur territoire. Là, je pense que il y a au moins une chose qui pourrait évoluer, c'est que il y ait davantage de contacts entre les gouvernements de la région et que cela permette de coordonner
de manière plus efficace les politiques migratoires pour donner une perspective, que ce soit d'implantation durable dans ces pays d'accueil ou de retour au Venezuela. Alors que le Venezuela est aussi en train d'évoluer beaucoup avec une très grande dollarisation de l'économie vénézuélienne et une reprise progressive des exportations de pétrole. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout ce dont on n'a pas normalement plus de temps. Je voudrais remercier nos intervenants. Vous nous avez énormément éclairés et remercier les participants et à la prochaine conférence qui aura lieu à l'automne. Merci encore. Hein?